Alors bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, le morning meeting de 11 heures et il est donc 11 heures et nous sommes le jeudi 25 février 2016. La période d'attentisme dure sur les indices boursiers, ce qui met à rude épreuve les nerfs des traders intraday. Mais le S&P 500 n'a pas pris sa décision, il ne sait pas où aller. Et le problème, c'est qu'il hésite entre deux scénarios diamétralement opposés. Je vais revenir dessus. Celui d'un puissant double bottom qui nous donnerait 8% de hausse supplémentaire, ou celui d'un range trading qui potentiellement derrière verrait une réplique baissière si un jour le S&P 500 brisait le support majeur à 1810 points. Alors comme convenu, on va parler des indices boursiers à l'ouverture du morning meeting de 11 heures. Je reviens sur la séance particulière d'hier. Vous avez ici donc le chandelier journalier du SP500. À l'ouverture de la session américaine, on était à 1890, donc on brisait un support. Mais en intraday, comme quoi, on revient toujours sur l'importance de la clôture D1, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de signal swing sans clôture D1. Et les clôtures H4 ne sont pas suffisantes. Bref, en D1, on a ce chandelier là qui nous ramène à la case départ pour finalement un marché action US qui depuis le 18 février, donc 1, 2, 3, 4, 5 et donc 6 séances aujourd'hui, eh bien, se cherche. La séance d'hier a été due au rebond du prix du pétrole. Alors, le marché devient hyper, trop d'ailleurs, mais hyper corrélé au prix du pétrole. C'est la croissance des stocks hebdomadaires de pétrole hier inférieure aux prévisions. Et surtout le recul du stock d'essence qui a agi pour une reprise du prix du pétrole brut US, le WTI, mais en même temps, il ne franchit pas de résistance. Lucas Oil est toujours sous ses plus bas de la crise financière de 2008 à 36 dollars. Alors aujourd'hui, on va se concentrer bien sûr sur cet indice S&P 500 qui ne donne pas sa réponse. Et vous savez, en Europe, en bon suiveur, on s'aligne complètement sur la réflexion américaine. C'est-à-dire que tant que le S&P 500 tergiverse, donc tant que les gérants traders aux États-Unis tergiversent, en Europe, on attend. On ne prend pas de décision. On fera comme eux. Voilà, ils décideront. Shanghai fait -5 la nuit dernière. L'Europe s'en fiche. L'Europe attend de voir quelle décision les traders américains, donc qui continuent de drainer les plus gros capitaux du monde investis sur les marchés boursiers, et bien quelle décision ces chers Américains prendront. Sur l'agenda aujourd'hui macroéconomique ce matin, le PIB britannique, on reparlera de la livre sterling dans ce morning meeting, les chiffres de la production de crédit bancaire au secteur privé au sein de la zone euro, de l'évolution de la masse monétaire M3 au sein de la zone euro. Et enfin cet après-midi, l'agenda des publications macroéconomiques aux États-Unis, les commandes de biens durables à 14h30, les demandes hebdomadaires d'allocation chômage à 14h30, l'indice FHFA du prix des logements à 15h aux États-Unis, et enfin l'indice d'activité manufacturière de la Réserve fédérale de Kansas City, c'est à 17h, et honnêtement, on s'en fiche de ce chiffre. Donc on se concentrera à 14h30 et à 15h d'ailleurs, il me semble que le Wall Street Insider doit avoir lieu à 14h15 pour suivre les commandes de biens durables. Voilà pour l'introduction, et donc le S&P 500. Eh bien, chers auditeurs, on est dans la même situation technique. Hier, je pensais franchement, lorsque je voyais cette séance et le chandelier D1 potentiel, que le marché avait pris sa décision. Eh bien non, aux États-Unis, l'attentisme se poursuit. Et le problème, c'est que cet indice américain que tout le monde regarde, l'indice S&P 500, il hésite entre deux hypothèses de marché complètement opposées. Je les résume. La première, le puissant double bottom. Et autant vous dire que si on dépasse les 1947 points, alors on va pas être... on arrondit, c'est 1950. Mais le vrai niveau, pour un pur technicien, c'est 1947. On la dépasse cette ligne de coup. On file à 2030, voire 2080. Donc, je vous laisse calculer le pourcentage. On est parti pour 7 à 8% de plus de hausse. Ça nous ramène le DAX à 10 000, tout ça. Si le SP500 fait ce choix. Mais au contraire, après le mât baissier entre le 30 décembre et le 20 janvier, le S&P 500 est peut-être en train de faire un range, une espèce de triangle rectangle descendant, qui à terme peut mener à la cassure des 1810 points, support majeur. Et alors là, on file à 1600. Alors forcément, entre un retour à 1810
et derrière une cassure et une baisse à 1600 ou une remontée à 2100, c'est soit plus 10, soit moins 10. Voilà. Donc ce sont deux scénarios diamétralement opposés. La force de l'analyse technique, et honnêtement, aucune autre méthode d'analyse boursière ne donnera la réponse. Ce n'est pas les états comptables des entreprises qui vous permettront de trancher entre les deux scénarios. La force de l'analyse technique, c'est qu'elle donne un niveau de prix, en fait deux, qui permettront de prendre une décision radicale, c'est-à-dire tranchée. On dépasse 1947-1950 et on file pour un superbe mois de mars haussier, 8% de hausse au bas mot, avec en plus le 10 mars prochain une BCE qui lancerait un QE2. On reste sous 1946, on brise 1910 parce qu'en fait désormais on a un petit range à court terme entre 1910 et 1947. On peut rester à l'intérieur un certain temps, d'ailleurs c'est ce que fait le marché depuis 6 séances. On brise 1910, on retombe tout en bas, c'est un décrochage du prix du pétrole, c'est une BCE qui n'annonce rien de concret sur le plan non conventionnel le 10 mars prochain. Pardonnez-moi. Donc voilà. Et hélas, le SP500 n'a pas fait son choix. Donc je le regarde tous les jours jusqu'à avoir une clôture journalière qui permette de prendre une décision finale. En intraday, le dos hier donc sort par le bas d'une structure en biseau. À peu de choses près, il s'est approché de la base parce que lorsqu'on sort par le bas d'une pattern en biseau, on vise un retour à la base. La base se situait là. Allez, à quelques points près, on a atteint l'objectif de cours théorique de cette structure en biseau, dont la résolution baissière était indiquée à l'époque par une divergence baissière standard ici en H4. Mais on est remonté. Et nous revoilà, comme sur le SP500, au contact de la ligne de coup potentielle à 16 500 points, 16 510, d'un double bottom potentiel. Donc en fait, moi, je ne regarde que le SP500. C'est lui qui me donnera la tendance. Je suis un technicien, donc je pratique l'analyse technique pour la prévision boursière. Il me donnera la réponse. Je serai capable de vous dire en mars si on fait plus 8 ou moins 8 en fonction de la clôture D1 du SP500. Et ce que pour l'instant je peux vous dire sur ce marché, c'est qu'on reste prisonnier des bornes 1910-1947, à l'intérieur de laquelle le marché n'a pris aucune décision. Il ne sait pas s'il veut doubler le rebond technique qui a démarré le 11 février ou repartir dans la tendance baissière des dernières semaines. Le DAX en intraday, écoutez, il n'y a rien d'haussier là-dessus. J'ai beau vraiment décortiquer les bougies japonaises en donner 15 minutes sur le GR30, depuis le début de la semaine, je ne vois rien d'haussier. Alors, pour quelle raison? Première chose qui a été baissière, c'était lundi 22 février, lorsqu'on a tenté de dépasser les sommets du 18 février, et qu'en fait, on a fait un dépassement marginal et une réintégration. En l'état, invalider un signal d'achat, c'est donc un piège haussier, on rentre dans une phase de contre-pied baissier. C'est souvent violent. C'est ce qui s'est passé sur le DAX avec un chandelier baissier vertical à l'ouverture de la session européenne mardi 23 février. Et depuis, alterne séquence baissière verticale et des figures de conso. D'abord un biseau, puis on a brisé 94,58, un petit triangle, puis on a baisé 93,99. Ensuite le DAX a cassé par le bas la ligne de tendance haussière du rebond technique. Alors pourquoi je l'appelle la ligne de tendance haussière du rebond technique? Eh bien parce qu'elle attrape tous les creux saillants depuis le 11 février. Et tous les creux saillants depuis le 11 février, bah, c'est le rebond technique. Alors, hier on a fait donc un plus bas à 91,30, on remonte, et ce matin en session européenne, on échoue sous 93,18. 93,18, 1900-318 points, c'est une résistance importante parce qu'en fait c'est le point de cassure de la ligne de tendance haussière qui guidait le rebond depuis le 11 février. Et c'est aussi la ligne de coup en fait de ce qui est presque un double top sous les 9550 points, 9600. Donc en l'état, mon opinion intraday sur le DAX, elle est la suivante. Je privilégie le risque de baisse tant qu'on se maintient sous 93,18. Maintenant, à très court terme, en chandelier 15 minutes, on voit bien la formation d'un nouveau pivot
simple à retenir puisque c'est un chiffre rond à 1200 points, donc 9200 points, 92,00. Le marché est complètement stable au-dessus des 92,00. J'ai envie de dire qu'à court terme, et à l'image d'ailleurs de l'hésitation de Wall Street, on est désormais neutre entre 1200 et 1318, 92,00 et 93,18. En intraday, même le momentum se cherche puisqu'il oscille de part et d'autre du niveau des 50. Alors là, franchement, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est compliqué. Moi, je privilégie quand même le risque de baisse sous les 93,18. Mais à court terme, là, je suis obligé d'être neutre en analyse technique. Je reprends l'opinion vendeuse si le marché brise 1200 points. On brise 92,00 en bougie horaire. Mais on reprend la phase baissière. Donc là, je suis complètement neutre. À l'image de ce que me dit le SP500 après cette séance de contre-pied hier qui finalement ne nous a pas davantage avancé. Alors c'est à peu près la même situation sur les autres indices boursiers de la zone euro. J'estime toujours qu'on a au-dessus de nos têtes, donc comme une épée de Damoclès, des divergences baissières cachées de momentum. Mais le problème, c'est qu'elles ne sont pas actives. D'où l'importance hier, comme en effet on le rappelait, d'attendre 22 heures. Et encore une fois, eh bien, à 22 heures, on avait des mèches basses. Mais à 22 heures, on n'avait pas non plus de cassure de résistance. On était resté dans les ranges. Sur l'Eurostoxx 50, on est toujours dans le canal baissier depuis le 3 décembre, donc je reste baissier, puisqu'on est toujours dans le canal baissier de la tendance baissière qui a démarré le 3 décembre dernier, lorsqu'il y a eu une forte déception vis-à-vis de la Banque Centrale Européenne. Mais l'Eurostoxx 50 doit briser 2840 pour activer la divergence baissière cachée. Et si elle est active, derrière, on reprend la tendance verticalement. C'est le principe de ces divergences cachées. Et donc, hier, je zoome sur l'Eurostoxx 50, regardez, à l'ouverture de la session US, on brisait le niveau, et à la clôture, eh ben non, on l'a tenu. Et là, on est complètement prisonnier du canal et des 2840 points, dans une neutralité totale, à l'image de celle du DAX, entre 92,00 et 93,18. Donc, je ne vais pas inventer une dynamique intraday. Par contre, sous 92,00, je repasse franchement bear. Et par honnêteté, là aussi, il ne faut pas l'exclure, si le marché refranchit à la hausse 93,18, on repart à la hausse. Donc voilà, en intraday sur le DAX, la zone que je surveille, et je suis prêt à tout moment à déclencher un positionnement directionnel intraday. Donc on verra au gré de la journée, mais pour l'instant, voilà où nous en sommes. C'est ce qui m'intéresse là sur le GR30. Et il n'y a rien d'autre à dire en fait. Enfin, moi je ne vois pas davantage Alors, bref, le FX maintenant. Donc le marché d'échange, écoutez, je vais globalement confirmer ce que je vous ai proposé ce matin dans le Good Morning Euro Dollar. La livre sterling toujours baissière. L'épisode de volatilité est passé, donc on va pouvoir se concentrer sur l'analyse technique, parce que la vol, parfois liée à des fondamentaux, peut malmener les niveaux techniques. Elle est derrière nous, c'était la publication des chiffres du produit intérieur brut et de l'investissement des entreprises au Royaume-Uni à 10h30 ce matin. La vol, elle est passée. Sur le plan technique, le câble en swing complètement baissier sous 1,4050, 1,41, ça c'est la zone d'invalidation en swing. 1,4050, 1,41. Pour le GBP USD, en dessous c'est bear. Et sous cette zone, des 1,4050, 1,41 $ sur le GBP USD, je suis agressif dans mes objectifs de cours, les plus bas de l'hiver 2009. 1,38 et 1,35. Eh bien, je vise 1,35 avant le référendum de juin prochain. C'est ma cible. Techniquement parlant, en intraday, première résistance 1,3963. Tant que le marché il est en dessous, j'envisage même pas de reprise en intraday. J'ai pas la réponse ni de boule de cristal sur ce que fera le marché. Et ce que je peux vous dire, c'est que sur le plan technique, on a là une résistance pour gérer son risque. Et si on la dépasse et si on la casse à la hausse, on ira chercher la zone swing. Vous pouvez vous mettre en données horaires, voilà. Et on retrouve la résistance des 1,4050, 1,41, qui serait en fait la résistance parfaite en swing trading. Mais franchement, pour l'instant, le marché ne donne pas vraiment l'impression qu'il veut remonter à 1,41.
Euro-dollar, j'en ai déjà beaucoup parlé, je crains le risque de cassure des 1,0970 avec la BCE le 10 mars prochain. Donc je ne m'intéresse pas au bas de canal. En tout cas pour ceux qui l'ont acheté hier, ça a marché, hein, puisqu'on a rebondi de 40 ou 50 pips. Mais je n'exclus pas le risque de cassure parce que l'euro peut être sous pression avec la perspective de la BCE. Bon, j'en ai largement parlé ce matin, je ne vais pas revenir dessus. Le taux de change USD-Yen reste baissier, même si hier il a tenu ses plus bas du 11 février. Alors les plus bas du 11 février c'était un objectif de cours, notamment pour ceux qui ont pu adopter des stratégies de vente soit sous 113,37, soit à la cassure des 112,40. Le marché tente de remonter, tente de casser une résistance, mais il n'y parvient pas. Donc sur l'USD Yen, je reste baissier sous les 112,60, le point haut de la tentative de cassure de ce matin qui, pour l'instant, a échoué. Donc en intraday, baissier sous 112,62. Vite fait, un passage en vue de l'US dollar index qui continue de remonter. Donc le dollar US qui est fort, et vous le voyez à travers sa force face aux devises européennes. Hein, la remontée de l'USD CHF, la baisse de l'euro dollar, la baisse du GBP USD. AUD USD, je suis désormais neutre entre 0,7130 et 0,72. Le marché m'a piégé en tentant de casser 0,72, donc neutre. Le NZD USD, vous avez un range trading en fait, hein, voilà. On peut s'exposer à l'achat à proximité des 0,66 et prendre ses bénéfices sur 0,67, 0,6740. C'est un rectangle. Vous pouvez vous mettre en données 4 heures. Vous avez un beau rectangle chartiste, ici, hein, chartiste, que vous pouvez tracer sur les bougies japonaises en données 4 heures du taux NZD USD, c'est propre. Euro GBP, bah écoutez, on continue d'avancer petit à petit. On a fait 0,7930. Petit à petit, du fait de la faiblesse de la livre sterling, on se dirige vers 0,80, donc encore 70 pips. Nouveau support en cours de clôture à 0,7820. Le GBP Yen, je vous invite à exploiter cette ligne de tendance baissière pour adopter une stratégie de vente dans le sens de la tendance et à terme viser 153,60, 150 et 147. Donc je parle de stratégie de moyen terme qu'on peut laisser courir dans son portefeuille de trading sans regarder tous les jours. Pour cette stratégie de moyen terme, le nouveau stop c'est 161, la nouvelle cible c'est 147. Donc ça passe sur le plan du rendement risque. En intraday, sur les bougies H4, vous avez cette ligne de tendance baissière qui, alors pour la tracer, vous attrapez le sommet du 18 février et le sommet du 21 février. Je pense que dans cette zone, on devrait échouer et reprendre la dynamique. L'euro CHF qui est sous pression, Shooting Star Weekly fin janvier. Je pense que le marché devrait revenir en direction des 1,08 prochainement, essentiellement parce que l'euro est faible, et peut-être aussi doit-on voir une relance de l'aspect refuge du franc, qui a disparu depuis un certain temps, mais en tout cas, le franc s'est renforcé ces dernières semaines, donc on peut rapprocher ça de la version générale au risque. Voilà. USD CAD, ultime rempart 1,3640, ligne de tendance haussière, formation en triangle rectangle qu'on peut voir ici en données 4 heures. Le marché se cherche et est dans une réflexion technique très proche d'ailleurs de celle du pétrole et du SP500. Mais tous ces marchés de toute façon sont hyper corrélés. L'USD CAD est corrélé au pétrole parce que le CAD est corrélé au pétrole. Les marchés actions sont désormais hyper corrélés au prix du pétrole. Il vous suffit de regarder la séance du 24 février. Le SP500 baisse parce que le pétrole baisse. Le SP500 finit la séance en fanfare parce que le pétrole remonte vers ses résistances. Donc là, jamais que par le passé, hein, jamais la corrélation est aussi forte. Donc là, pour le coup, quand on trade un indice boursier en intraday, même si on ne trade pas le pétrole, mieux vaut avoir les bougies intraday du prix du pétrole sous les yeux. Du fait des corrélations. Et probablement du rôle précurseur du prix du pétrole parce que le marché regarde d'abord le prix du pétrole, puis prend sa décision sur les indices boursiers. Et en Europe, on regarde les indices boursiers US, puis on prend une décision pour les indices boursiers de la zone euro. À peu près comme ça, la chaîne dont il faut tenir compte dans son raisonnement.
Donc techniquement parlant, 1,3640 c'est un gros support. On se cherche. La vol se réduit, ça comprime. Je pense que le marché va se chercher encore un certain temps. Mais l'USD4 bientôt explosera en termes de volatilité. Et comme pour l'indice S&P 500, les scénarios sont diamétralement opposés. On brise un 1,3640, autant vous dire qu'on perd 300 pips, on retombe à 1,3450. Ce sera du fait d'un renforcement du dollar canadien. Ce serait le scénario qui verrait le prix du pétrole dépasser les résistances, et notamment les plus bas de la crise financière de 2008, 36,20 $ sur Lucas Oil. Et au contraire, on s'en extrait par le haut. C'est le dollar US et sa force sous-jacente, mais surtout un dollar canadien qui serait sous pression de nouveaux plus bas du prix du pétrole. C'est un excellent baromètre du risque, l'USD-CAD, du fait de sa représentation du prix du pétrole. Donc là, on est complètement dans le range et on attend. Mais pour gérer son risque, 1,3640, c'est un niveau technique qui m'intéresse. Alors, le GBP USD. Enfin voilà, bon, bref. Et puis bon, ce matin, bah, même sur le GBP, il n'y a pas de signal de trading, donc je ne vais pas en inventer non plus, ça sert à rien. On n'est pas là pour inventer des signaux, on est là pour les déceler. Donc vous avez compris ce que je surveille sur le DAX. Et maintenant, je vais répondre à vos questions. Ça devrait s'activer comme hier avec la session US, hein. On est tellement dans l'attentisme de Wall Street qu'en session européenne, il n'y a plus de prise de risque. Parce que le prix du pétrole a tendance à se réveiller avec l'ouverture de Wall Street. Les investisseurs européens ont tendance à commencer à envisager de prendre des décisions après avoir observé les premiers comportements des traders qui arrivent en salle de marché aux US. Donc ce sera en début d'après-midi. Avec les toutes premières statistiques, et notamment 14h30 les commandes de biens durables et 14h30 aussi les demandes hebdomadaires d'allocation chômage aux États-Unis. Alors bonjour à tous, et première question, merci François, et première question de Frédéric sur le CHF Yen. Donc c'est parti. CHF Yen. Allez, je vais le chercher dans mes charts. Et donc le CHF Yen. Alors, c'est baissier. Ok, on est d'accord. Mais le marché remonte hier. Alors on prend un peu de recul. En D1, ça nous donne quoi? Voilà ce que ça nous donne en D1. Un mât baissier, je pense que là on fait une espèce de drapeau. Moi je reste complètement baissier sur le CHF Yen sous 114,46. Première résistance D1. Donc là on amorce une espèce de reprise. Pourquoi je reste complètement baissier? Parce que les 114,50 ce sont les plus bas du 15 janvier 2015. Alors qu'est-ce qui s'est passé le 15 janvier 2015? Bon bref, on ne reparle pas de cet événement, mais c'est techniquement parlant un énorme niveau. Et le fait que le marché soit passé en dessous, c'est un signal de vente. À terme, j'envisage un repli vers 111 sur le CHF Yen. Donc là, j'aime bien ce que fait le CHF Yen. On fait une reprise. Alors quelle forme a-t-elle? Un drapeau, un biseau. En H4, on a un bearish engulfing. Et ça me plaît. Donc, je pense qu'on peut vendre le CHF Yen en gérant son risque au-dessus de la partie haute du bearish engulfing, donc l'avalement baissier. On va arrêter de parler avec des termes anglais, l'avalement baissier, en terminologie japonaise. Donc je reste fermement baissier, je pense qu'on peut gérer son risque au-dessus des 113,90 et je vise 111. Alors, Cameron, même pas besoin de QE pour faire baisser le GBP. Alors oui, bon bah j'imagine qu'ils peuvent se réduire, ils peuvent se. Alors en fait, la baisse d'une devise, il y a deux choses. Dans un premier temps, la baisse d'une devise avantage le pays. Mais une vitesse trop rapide pour la baisse d'une devise fait qu'à un moment ou à un autre, les capitaux peuvent quitter le pays. On a eu plein d'exemples comme ça, la Turquie, la Chine et beaucoup de grandes économies émergentes qui dans un premier temps se réjouissaient de la baisse de la devise, mais lorsque le momentum de la baisse de la devise devient vraiment incontrôlable, là c'est les capitaux qui envisagent de quitter le pays, parce que les investissements domestiques perdent de la valeur. Donc actuellement, oui, forcément,
au Royaume-Uni, l'économie britannique se réjouit de la baisse de la devise. Mais parce qu'on corrige l'appréciation excessive de 2014. Attention, si la baisse de la devise atteint un niveau trop élevé. On n'en est pas là. On n'en est pas là. Alors, mon opinion sur le gold. Donc, j'ouvre ma disposition graphique sur les matières premières. Et on regarde. Alors, c'est parti. Alors, attendez, ça charge. Voilà, impeccable. Donc, le pétrole, au passage. La réflexion technique. En fait, le pétrole, honnêtement, depuis, comme les indices boursiers, comme l'USD-CAD, donc tous ces marchés, actuellement, ont des coefficients de corrélation qui tendent vers 1. Donc, ils font tous pareil. Ils se regardent tous mutuellement. Mais qui regarde qui en premier? Bah, tout le monde regarde le pétrole. Ça part du pétrole et ça se diffuse au dollar canadien, aux indices boursiers US, qui se diffusent eux-mêmes aux indices boursiers européens. Ce sera à peu près ça le schéma. Et tout en haut de la pyramide, l'or noir. Donc Lucas Oil, pas de décision technique. Là aussi, range trading, fatigant d'ailleurs parce que ça dure. Idem pour l'US Oil, range trading. Et les niveaux techniques à suivre, ce sont les 36,20 sur Lucas Oil et les 34 sur l'US Oil. Si on les dépasse, ce serait fermement bullish. Mais tant qu'on est en dessous, ce sont des ranges. C'est tout. Pas de décision. Alors, l'euro GBP, question de Julien sur l'euro GBP. Alors, l'euro GBP, vous connaissez mon point de vue sur ce marché. 0,7930 au plus haut, on y est presque. Je vise 0,80 depuis très longtemps. Je vise 0,80 depuis la cassure des 0,75. Écoutez, je garde le cap. Je reste haussier du fait de la faiblesse de la livre sterling. Alors attention, on s'est éloigné de la partie basse du canal. Ok. Mais au-dessus du nouveau support en cours de clôture à 0,7820, je continue de viser 0,80. Alors l'USD NOK, je ne le suis pas malheureusement. Bon, même ce matin, regardez, le sterling se cherche, quoi. C'est complètement fou. Le marché ne prend plus aucune décision sans Wall Street. Ça devient vraiment excessif, mais c'est un fait. Et même GBP USD, maintenant il forme un range entre 1,39 et 1,3963. Voilà. Voilà le nouveau range du GBP USD. 1,39 $, 1,3963. Et le nouveau range du DAX, 92,00, 93,18. Voilà, bah écoutez, j'ai répondu à toutes vos questions. Je n'en vois pas davantage. Merci donc d'avoir posé des questions, d'avoir été attentif. Je vous retrouve à 14h15. Alors notez bien 14h15 pour le suivi des commandes de biens durables, l'ouverture de la session US, les demandes hebdomadaires d'allocation chômage. On reparlera de tous ces marchés en intraday. Et puis demain, je vous rappelle donc que c'est la conférence en ligne d'EliFX FXM du vendredi 26 février 2016, avec un programme intéressant que je vous invite à découvrir sur le site d'FXM. Des traders réels, deux experts qui viendront vous expliquer comment piloter l'allocation d'actifs depuis la plateforme en utilisant une macro hyper simple sur Excel. Bref, un programme intéressant. Et je serai donc demain avec la plupart des invités en duo pour vous les présenter et avoir un échange interactif avec les invités et vous-même, auditeurs. Merci à toutes et à tous et rendez-vous à 14h15 pour le Wall Street Insider. Merci.